Emmenons-vous maintenant à Katmandou. Au moins 13 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans la capitale népalaise lors d'une manifestation contre la décision du gouvernement de bloquer des dizaines de plateformes de réseaux sociaux. Le Premier ministre népalais, Sharma Oli, a démissionné après des manifestations violentes provoquées par l'interdiction des réseaux sociaux lundi. Le Népal est en feu, et le pays n'a pas connu un tel bain de sang depuis la guerre civile. Ce qui n'était qu'une protestation contre la corruption est vite devenu un cauchemar quand la police népalaise a tiré sans pitié, tuant 19 personnes en quelques minutes. Certaines de ces victimes étaient à peine adolescentes, certaines encore en uniforme scolaire. Leur seul crime était d'essayer de rentrer chez elles. Ce n'était pas seulement de la violence policière, c'était un massacre. Le Népal allait désormais montrer au gouvernement ce qu'est vraiment l'enfer. Ce qui a suivi ressemblait moins à une manifestation qu'à une chasse à l'homme. Les politiciens étaient traqués un par un. Leurs maisons et bureaux ont brûlé. Les plus puissants, dont le Premier ministre, le président et des ministres importants avec leurs familles, ont été évacués de Katmandou vers des lieux secrets. D'autres n'ont pas eu cette chance. Des ministres attrapés dans les rues ont été traînés, poursuivis et battus par des centaines de jeunes Népalais. Les adolescents de la génération Z. Ces mêmes personnes qui ont grandi en écoutant les promesses d'un nouveau Népal qui n'est jamais venu. Alors qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi la jeunesse népalaise, les adolescents, les étudiants, risquent-ils leur vie et mettent-ils le feu à leur ville? Tout cela est vraiment dû au fait que le gouvernement a interdit les réseaux sociaux pendant une semaine. Ou bien se passe-t-il quelque chose de bien plus profond? Quelque chose que les médias traditionnels ne vous disent pas? Personne n'incendie le Parlement juste pour Instagram. L'interdiction des réseaux sociaux a déclenché l'étincelle. Oui, mais la poudrière se remplissait depuis des années. Et cette explosion concerne bien plus que des applications. Il s'agit de la corruption, du népotisme et d'une génération entière qui a le sentiment qu'on lui a volé son avenir. La corruption gangrenait toute la classe politique du Népal dès le début. Mais cette fois, ce ne sont pas les politiciens, mais leurs enfants, fils et filles de l'élite, qui ont poussé les gens à bout. Ils montraient des voitures de luxe sur les réseaux sociaux, s'affichaient dans des fêtes fastueuses, publiaient des photos d'Europe et de Dubaï, exposant une richesse inaccessible aux Népalais ordinaires. Cette démonstration arrogante a été perçue comme une gifle. Tandis que les familles peinaient à offrir 2 repas par jour, les parents vendaient des terres ou s'endettaient pour envoyer un enfant travailler à l'étranger. Ils devaient voir leurs impôts financer le luxe de quelqu'un d'autre. Pour comprendre le problème du Népal, il faut connaître un peu son histoire. Le Népal, monarchie hindoue plus de 2 siècles, fut dirigé par la dynastie Shah. Depuis le XVIIIe siècle, les rois étaient vus comme des gardiens semi-divins. À la fin du XXe siècle, cette ère s'était effondrée. En 1990, après un soulèvement populaire, le Népal est devenu une monarchie constitutionnelle et une démocratie multipartite, même si le roi gardait encore de l'influence. Ce compromis n'a jamais marché. Les gouvernements changeaient sans cesse, la corruption empirait. En 1996, les maoïstes ont lancé leur insurrection. Le Népal a connu 10 ans de guerre civile, opposant les maoïstes à l'État soutenu par la monarchie. Plus de 17 000 personnes ont été tuées, des régions entières ont été déstabilisées, et le pays était épuisé. Un accord de paix en 2006 a mis fin à la guerre. 2 ans plus tard, un nouveau départ est survenu. En avril 2008, le Népal a tenu des élections pour une assemblée constituante chargée de rédiger une constitution. Les maoïstes sont surpris en obtenant la majorité des sièges. Lors de sa première réunion, le 28 mai, l'Assemblée a voté à 560 contre 4 l'abolition de la monarchie vieille de 240 ans. Le roi Ganandhara a dû quitter le palais sous 15 jours et le Népal est devenu une république démocratique fédérale. Malheureusement, cette démocratie s'est révélée tout aussi inutile. En 15 ans, le Népal a eu 14 gouvernements, aucun premier ministre n'ayant mené un mandat de 5 ans. Chacun venait, restait 1 ou 2 ans, se remplissait les poches puis était éjecté. Année après année, des promesses étaient faites, et année après année, ces mêmes promesses étaient rompues. La génération Z qui lutte et meurt aujourd'hui dans les rues n'a jamais connu de gouvernement stable. Ils n'ont connu qu'une pauvreté dont il paraît impossible de s'échapper. En 30 ans, le chômage des jeunes a atteint près de 20% en moyenne. Même pour ceux qui ont la chance de trouver un emploi, les salaires sont désespérément bas. À peine de quoi nourrir une famille 2 fois par jour, sans pouvoir financer éducation, soins médicaux ou logement sûr. Il en va de même pour la pauvreté.
Près d'un Népalais sur 5 vit encore en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de 2 dollars par jour. Près de la moitié de la population, soit plus de 15 millions de personnes, n'a pas un accès fiable à une alimentation nutritive. Le Népal compte parmi les pays d'Asie du Sud les plus touchés par la malnutrition chronique. Plus d'un tiers des enfants népalais de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance dû à un manque de nutrition dans leurs premières années. Près de 80% des familles népalaises continuent de cuisiner sur des feux ouverts, inhalant la fumée. Cela cause de graves maladies respiratoires, principale cause de mortalité dans le pays. Près d'un quart des foyers n'ont pas d'eau potable, forçant femmes et enfants à puiser l'eau dans des ruisseaux pollués ou à des robinets éloignés. Ainsi, depuis des décennies, les jeunes Népalais doivent quitter leurs foyers et familles pour chercher du travail ailleurs. Des données gouvernementales récentes montrent qu'environ 2000 jeunes Népalais quittent chaque jour le pays pour trouver du travail. Dans le Golfe, en Malaisie, en Inde ou ailleurs, dans chaque village, on trouve surtout des personnes âgées et des enfants, car les actifs sont partis travailler à l'étranger pour un meilleur salaire. Pour mettre cela en perspective, environ 10 à 15% de toute la population népalaise, soit près de 4 millions de ses citoyens les plus jeunes, les plus forts et les plus capables, vivent et travaillent à l'étranger. Ils envoient de l'argent à leurs familles pour subvenir à leurs besoins. Malheureusement, même après avoir échappé à la pauvreté de leur pays d'origine, les travailleurs népalais se retrouvent souvent piégés et forcés de travailler dans des environnements dangereux, payés en retard ou pas du tout, et logés dans des quartiers surpeuplés et insalubres. Au Qatar, environ 1600 travailleurs migrants népalais sont morts entre 2011 et 2020 en construisant des stades et infrastructures dont ils ne profiteraient jamais. Pourtant, malgré tous ces dangers, partir reste une nécessité plutôt qu'un choix. L'argent que ces travailleurs envoient chez eux, gagné au prix de grands sacrifices, permet à l'économie du Népal de survivre. Les envois de fonds comptent maintenant pour environ un tiers du produit intérieur brut, un des taux les plus élevés mondialement. Sans cet argent gagné à l'étranger, l'économie fragile du Népal s'effondrerait tout simplement. L'interdiction des réseaux sociaux, sans être la cause principale des manifestations, a eu un impact émotionnel. Des millions de familles népalaises utilisaient WhatsApp et Facebook pour garder le contact avec leurs proches à l'étranger. Ainsi, une mère d'un village rural voyait le visage de son fils travaillant sur un chantier à Dubaï. Ou comment des enfants à Katmandou entendaient leur père travailler de nuit dans un hôpital malaisien. Quand le gouvernement népalais a soudainement fermé 26 grandes applications de réseaux sociaux, il n'a pas seulement bloqué les échanges en ligne, mais a aussi rompu des millions de liens précieux du jour au lendemain. C'était une blessure inutile que le Népal s'est infligée à lui-même au pire moment possible. En réalité, les tensions existaient avant l'interdiction. Il y a quelques semaines, le récit Nepo Kids a fait le buzz sur les réseaux sociaux népalais. Nepo Baby désigne d'habitude les enfants de stars hollywoodiennes privilégiées. C'était juste la version népalaise de ce phénomène. C'était la première vraie étincelle pour la génération Z. On ne peut pas attendre le silence de quelqu'un qui est pauvre, sans emploi et sans avenir. Et puis ils voient des jeunes de leur âge rouler dans des voitures de luxe à Londres ou à Dubaï, faire la fête, dépenser des dizaines de milliers, comme si c'était de l'argent de poche. Ce n'étaient pas des jeunes avec un travail ou une entreprise. Il n'y avait aucune façon légitime de justifier leur train de vie extravagant. L'argent des contribuables était discrètement détourné vers eux, via les postes de leurs parents. Prenons Srinkala Katiwada comme exemple. En 2008, elle a été couronnée Miss Népal et a ensuite représenté le pays à Miss Monde. À l'époque, les médias ont soigneusement construit un récit autour de Srinkala, la présentant comme la fille de petite ville qui s'est élevée à partir de débuts modestes. Déterminée, persévérante et travailleuse, véritable incarnation du mérite. Les articles la décrivaient comme la fille d'à côté, un modèle pour les Népalaises, ayant réussi uniquement par sa volonté. Mais ces articles élogieux passaient sous silence les origines familiales de Srinkala. Le père de Srinkala, Bharut Katiwada, est un haut responsable politique, ancien député et ex-ministre de la Santé et de la Population du Népal. Sa mère, Munusigdel Katiwada, est aussi engagée en politique, avec des fonctions au Parti communiste du Népal, marxiste-léniniste unifié, et au Parlement provincial de Bagmati. Cela ne signifie pas que Srinkala n'a pas travaillé dur ou que ses succès n'étaient pas réels. Elle est architecte de formation, a étudié à Harvard et s'est distinguée de manière impressionnante sur la scène internationale. Mais on ne peut pas ignorer à quel point il est plus facile d'ouvrir des portes quand on grandit dans une famille politique avec de l'argent, des réseaux et de l'influence. Peut-être l'exemple le plus tristement célèbre était Soga Thapa, le fils d'un homme politique, Bindu Kumar Thapa.
Une vidéo virale le montrait en train de construire un sapin de Noël extravagant, entièrement fait de boîtes de marques de luxe. Gucci, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Si son père gagne officiellement moins de 1000 $ par mois, comment le fils peut-il se permettre de tels achats extravagants? Pour la génération Z, cela montrait que leurs impôts finançaient les jouets d'autrui. La multiplication des cas rend les protestations plus personnelles, à chaque révélation. Peu importe le parti, la génération Z n'épargnait personne. Ils ont examiné la vie de chaque politicien, montrant qu'alors que le pays souffrait, une élite et leurs enfants vivaient comme des rois. Fin août, l'activisme des jeunes en ligne montait en flèche. On parlait de porter la frustration dans la rue. Ces jeunes voulaient récupérer leur avenir, leur pays, des mains des kleptocrates et de leurs enfants gâtés. Pratique, n'est-ce pas? Alors que la campagne contre les enfants de Nepo explosait en ligne, le gouvernement a décidé qu'il était temps de réglementer les réseaux sociaux. Le 28 août 2025, le ministère de la Communication et des Technologies de l'Information a ordonné à toutes les plateformes de réseaux sociaux de s'enregistrer sous 7 jours auprès des autorités népalaises, sous peine de fermeture. Cela signifiait ouvrir un bureau local, embaucher du personnel, nommer un responsable des réclamations et accepter de remettre les données conformément à la loi népalaise. Ce n'était pas une demande, mais une menace. Faites-le en une semaine ou partez. Maintenant, les responsables parlaient de responsabilité, comme stopper les faux comptes, les discours haineux et les arnaques. Et pour être honnête, ils n'inventaient pas tout cela. La Cour suprême a récemment exigé du gouvernement une meilleure régulation des réseaux sociaux face à la désinformation. Cependant, le moment et la façon extrême de l'appliquer ont suscité de nombreux soupçons. Comme prévu, la plupart des grandes entreprises technologiques n'ont pas pu s'enregistrer si rapidement. Installer un bureau local et gérer la bureaucratie en une semaine n'est pas simple. Surtout si vous pensez que le gouvernement vous est hostile. Seuls quelques-uns, comme TikTok et quelques petites applications comme Viber, s'y sont conformés à temps. Tous les autres, non. Ayant raté la date limite, le gouvernement les a fermés comme promis. Le 4 septembre, le Népal a banni 26 grandes plateformes de réseaux sociaux et de messagerie. Cela comprenait presque toutes les applications que les jeunes Népalais utilisent quotidiennement. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, ex-Twitter, Reddit, LinkedIn, Snapchat, Signal, Discord, Pinterest, Telegram, tous figuraient sûrement sur la liste. Même les applications moins connues comme Clubhouse et Tumblr ont été bloquées. Du jour au lendemain, presque toute la communication en ligne a disparu. Les fournisseurs d'accès ont reçu l'ordre de couper l'accès immédiatement. L'indignation a été immédiate. Pour les jeunes déjà en colère contre la corruption, cela semblait une tentative de les faire taire. Après des semaines sur les enfants de Nepo et les familles apolitiques, le timing paraissait trop opportun. Le gouvernement avait effectivement déclaré la guerre à sa propre génération Z. Alors les jeunes ont décidé de quitter les écrans, pour porter le combat dans la rue. La plus grande erreur du gouvernement a été de ne pas fermer tous les réseaux sociaux. Comme TikTok et Viber restaient accessibles, les manifestants les ont vite utilisés comme puissants outils de mobilisation, notamment TikTok. Vidéos, services de messagerie courte appel et plans transmis oralement ont permis d'organiser une manifestation nationale. Les organisateurs, principalement des réseaux informels d'étudiants et jeunes pros, l'ont appelée manifestation de la génération Z. Sans direction centrale ni bannière politique, des milliers de jeunes frustrés étaient unis. Beaucoup portèrent le drapeau national du Népal et d'autres tenaient des pancartes faites à la main réclamant justice et changement. Le 8 septembre, en fin de matinée, des dizaines de milliers de manifestants se dirigeaient déjà vers le Parlement à Katmandou. Certains venaient directement des salles de classe en uniforme, déterminés à ne pas manquer ce moment historique. Les manifestants étaient bruyants, mais globalement pacifiques, jusqu'à ce qu'un groupe franchisse les barrières et ouvre une porte partiellement non sécurisée. Avant que la sécurité ne puisse réagir, les manifestants étaient déjà à l'intérieur de l'enceinte du Parlement, et c'est là que tout a dégénéré. Le Népal n'avait pas connu l'usage de balles réelles contre des manifestants non armés depuis des années. L'État n'avait pas versé autant de sang dans les rues depuis le mouvement populaire de 2006. Quand le roi Ganandhara a pris le pouvoir et envoyé les forces de sécurité contre les rassemblements pro-démocratie, Katmandou a été placé sous couvre-feu. Les commandants ont ordonné de tirer à vue, et la police ainsi que les soldats ont tiré sur la foule. À la réouverture du Parlement le 24 avril, des observateurs indépendants ont recensé environ 18 morts et 4300 blessés lors des manifestations d'avril. Lorsque la monarchie s'est sentie acculée, elle a répondu par des balles. Cette fois, le gouvernement a fait la même chose. Le 8 septembre, la police a confirmé 19 morts, dont 7 à Katmandou et 2 à Ittihadi. Beaucoup étaient tragiquement jeunes, certains adolescents tués d'une balle dans la tête ou la poitrine.
Ce massacre a marqué un tournant décisif. La nouvelle des meurtres s'est vite répandue, et la fureur du public encore plus rapidement. La violence, au lieu de soumettre par la peur, a renforcé leur détermination. En fin d'après-midi, l'administration de Katmandou a imposé un couvre-feu autour des zones gouvernementales. Les foules ont résisté, et les marches ont continué la nuit, malgré l'interdiction de manifester. En quelques heures, le ministre de l'Intérieur, Ramesh Lekak, responsable de la police, a démissionné en assumant la responsabilité. Mais les manifestants restaient furieux. Ils ne faisaient pas confiance à leur gouvernement pour enquêter et étaient trop furieux pour attendre. Personne n'a dormi cette nuit-là, ni public ni politicien. Chaque minute, des milliers de personnes affluaient dans les rues. À l'aube, le Népal était devenu un enfer. Des manifestations ont éclaté partout dans le pays. Et à Katmandou et Koyan, les rues étaient inondées, non seulement d'étudiants, mais aussi de personnes âgées. Ce qui a suivi tenait plus de la vengeance que de la manifestation. L'État et ses partis ont été pourchassés. Des foules ont envahi et incendié le Parlement. L'après-midi, la fumée du bâtiment législatif était visible dans toute la ville. Ailleurs, des foules ont attaqué les maisons et bureaux des dirigeants de tout parti. La maison de Prithvi Suphagarang, le ministre ayant approuvé l'interdiction des réseaux sociaux, a été incendiée. La résidence du vice-premier ministre Bishnu Pardel a été attaquée. Le siège du congrès népalais a pris feu, et les manifestants ont pris d'assaut la maison de l'ancien premier ministre Sher Bahadur. Pour eux, il n'était pas différent de l'élite dirigeante. Sa femme, alors ministre des Affaires étrangères, formait avec lui un couple puissant et corrompu. Plus tard, une vidéo a émergé montrant tous les deux attaqués chez eux. Bahadur attachait sa chemise de sang alors qu'ils attendèrent l'évacuation en hélicoptère, blottis dans un champ. Même les bureaucrates ont été touchés. La maison du gouverneur de la banque centrale a été saccagée. La foule voulait voir partir l'élite dirigeante. « Sauvez-vous !» criait-il pendant que les ministres le faisaient littéralement, en parlant de fuite. Une vidéo virale montrait un hélicoptère de l'armée survolant une maison où des ministres et leurs familles étaient piégés. L'hélicoptère n'a pas pu atterrir à cause de la foule et a donc lâché une corde. Et là, à la caméra, on voit 2 ou 3 personnes suspendues, à une seule corde sous l'hélicoptère alors qu'ils s'envolent. La peur sur leur visage était réelle, mais ceux restés sans hélicoptère n'ont reçu aucune pitié. Dans les rues, les ministres s'étaient traînés, battus et humiliés par des foules furieuses. Le 9 septembre, l'autorité gouvernementale s'était effondrée. Le ministère des Communications a annoncé la fin de l'interdiction des réseaux sociaux, mais c'était trop tard. Les jeunes avaient goûté au sang, au sens figuré et propre, et réclamaient plus que le retour de Facebook. Ce qui était remarquable et dangereux, c'est que ce mouvement n'avait pas de leader unique. Il était spontané, sans chef, et impossible à cerner. Cela le rendait plus difficile à arrêter et plus risqué. Sans revendication ni structure claire, il risquait de s'essouffler ou d'être récupéré par des opportunistes. Une chose restait certaine, le général Z avait transmis son message. Il pouvait bouleverser le pays en profondeur. La question était maintenant, quelle serait la suite ? Lors de la rédaction du script, le président, le chef de l'armée et des représentants de la jeunesse discutaient de la formation d'un gouvernement intérimaire. Le nom le plus marquant était Susila Karaki, ex-présidente de la Cour suprême reconnue pour son indépendance et sa lutte anticorruption. Les leaders de la contestation l'avaient proposé pour diriger une administration intérimaire, et selon la plupart des sources, elle avait accepté en principe. Le maire de Katmandou, Balin Shah, a été brièvement envisagé, mais il s'est retiré pour lui apporter son soutien. Qui que soit son successeur, une chose est sûre, la jeunesse népalaise n'a plus peur. Ils ont vu leur propre pouvoir, et ils ont aussi vu le prix à payer. 19 morts, des centaines de blessés, des camarades de classe et des amis devenus des martyrs. Ce souvenir les marquera des décennies. L'exploit de la génération Z du Népal en une semaine fait désormais partie de l'histoire. Ils ont renversé un premier ministre, incendié le Parlement et forcé l'attention mondiale. La plupart des mouvements de jeunesse obtiennent quelques concessions ou démissions. Ici, ils ont renversé un gouvernement. Le Népal a eu de la chance de ne pas sombrer dans quelque chose de plus sombre, comme les manifestations et le massacre de la place Tiananmen en Chine en 1989, où des centaines, voire des milliers d'étudiants ont été tués.